Nous commencerons cette revue de la presse par un aveu qui n'est pas à proprement parler une surprise. Oui, effectivement, le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à cet aveu et cite donc 4 ministres importants du Likoud au sein du gouvernement israélien qui reconnaissent que la réforme judiciaire est morte et qu'elle ne sera pas promue durant la session d'été de la Knesset. L'un de ces ministres affirme si cela ne dépendait que de Binyamin Netanyahou, les pourparlers pour un compromis pourraient se prolonger ad vitam aeternam. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne veut pas fournir de clichés de la victoire aux protestataires du boulevard Kaplan à Tel Aviv, ni susciter la colère de ceux qui veulent voir la réforme être promue. Le Israël Hayom consacre une partie importante de sa une à un compromis qui se précise au sujet de la réforme. Un report d'1 an de tout changement dans la commission de nomination des juges en échange d'arrangements dans d'autres clauses moins controversées de la réforme judiciaire. Et puis, le Israël Hayom consacre ce matin, Daniel, une double page à un dossier brûlant, celui de l'intégration de la communauté orthodoxe dans la vie de la société israélienne. Oui, plusieurs spécialistes israéliens du monde orthodoxe ont été interrogés dans la préparation de ce dossier. Certaines de leurs conclusions sont particulièrement intéressantes, même pertinentes. Le système israélien doit comprendre comment préserver, dans le cadre de l'armée, l'identité religieuse du jeune orthodoxe qui pourrait accepter de s'enrôler. Jusqu'à présent, le système a voulu se préoccuper des aspects techniques de l'enrôlement des élèves des yeshivot, mais en oubliant l'enveloppe de principes qui pourrait permettre donc un tel enrôlement dans l'armée. Et puis maintenant, les positions des éditorialistes israéliens sur divers dossiers de politique intérieure. Oui, nous commencerons par l'éditorial du professeur Yuval Elbashan dans le Yediot Aharonot de ce matin. Il écrit « La démocratie existe même sans constitution. Elle existe même si les conseillers juridiques sont aux ordres du peuple. Mais il n'y a pas de démocratie possible avec une occupation des territoires et celui qui se soucie vraiment de la démocratie israélienne doit absolument œuvrer en faveur d'un retrait israélien de ces territoires et encourager à la création de yeshivot sionistes religieuses à Tel Aviv et non plus à Hebron. Dixit Elbashan Adaviyal, lui, a choisi sa bête noire du jour et elle s'appelle Avi Maoz. Avi Maoz qui est l'ancien nouveau vice-ministre. Eyal accorde bien plus de pouvoir à cet ancien nouveau vice-ministre qu'il n'en a réellement. Et il écrit ce matin dans son éditorial qu'il est formellement interdit aux fonctionnaires d'État de se soumettre à ces directives en matière d'éducation. Yehuda Schlesinger dans le Israël Hayom s'inquiète d'une recrudescence de la violence dans la vie politique comme celle dont a été victime Simcha Rothman, le président de la commission des lois de la Knesset et l'un des artisans de la réforme lors de son passage hier à l'université de Tel Aviv. Et il dénonce aussi le silence du mainstream des médias face à cet usage de la violence. Et puis le second grand titre dans la presse et les médias, Daniel, c'est bien entendu la victoire électorale de Tayyip Erdogan. Oui, le sultan est toujours là, titre ce matin le Yediot Aharonot en nous montrant une photo du président réélu saluant la foule hier soir massée devant sa résidence. La moitié des Turcs ont souhaité un changement, mais cela n'a pas suffi. Malgré l'économie chancelante, malgré les carences dues au tremblement de terre, Erdogan a défait son challenger. Le Haaretz lui consacre sa manchette à la victoire donc du président turc. Mais le commentaire de Tzvi Barel, son correspondant diplomatique, n'est pas particulièrement optimiste. Durant la campagne, Erdogan a multiplié les promesses vaines et ses partisans vont vite le constater. Toujours dans le Haaretz, Amir Tivon écrit qu'Erdogan souhaite réellement approfondir ses relations avec l'État d'Israël, mais qu'une crise risque de se produire en cas de confrontation militaire entre Israël, le Hamas et le Hezbollah. Le Maariv, quant à lui, se penche de plus près sur le financement des ONG pro-palestiniennes par l'Union européenne. Oui, le quotidien confirme que la loi visant à sanctionner les ONG qui reçoivent des allocations de l'Union européenne a été gelée hier par Binyamin Netanyahou, mais il estime tout de même important de vérifier quelles sont ces allocations et qui les reçoit. Et le Maariv cite le reportage diffusé hier soir par la chaîne 13 qui affirme que l'Union européenne a versé cette année 4 allocations à plusieurs ONG israéliennes pro-palestiniennes qui, sous couvert d'une activité de défense des droits de l'homme, défendent surtout et presque exclusivement les droits des Palestiniens. Un exemple, l'Union européenne a versé 400 000 € à 2 ONG, l'Association des droits du citoyen et la fameuse association Breaking the Silence. La seconde est connue pour se focaliser en particulier sur l'action de Tzahal en Judée et en Samarie. L'allocation est destinée, je cite, à défendre les droits et les libertés de base, sous-entendu des Palestiniens, qui sont violés par le
le pouvoir israélien à l'aide de l'utilisation de technologies numériques. Fin de citation. Le site Ynet rouvre une page d'histoire douloureuse de l'État d'Israël, celle de la guerre de Kippour. Oui, en effet, le site révèle le rapport d'un jeune officier des renseignements militaires israéliens, le lieutenant Siman Tov Binyamin, qui pendant plusieurs semaines, à l'époque, en 1973, avait mis en garde ses supérieurs face au risque grandissant d'une offensive de l'armée égyptienne dans le Sinaï, donc au début de l'automne 73. Le jeune officier se référait à des informations reçues par une source dont la censure israélienne tait l'identité et qui confirmait l'imminence d'une telle offensive de l'armée égyptienne. Mais dans les échelons supérieurs, personne n'a tenu compte de cette évaluation. Et puis nous terminerons, Daniel, cette revue de la presse par l'entretien que Delphine Orwiller a accordé au Haaretz. Oui, un entretien réalisé à l'occasion de la sortie de la traduction en hébreu de son ouvrage Vivre avec les morts. Le Haaretz brosse un portrait de celle qu'il appelle la rabbine Orwiller et le quotidien se penche sur ce livre, un livre qui d'ailleurs s'ouvre sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin, dont d'une certaine manière, Delphine Orwiller n'avait pas fait le deuil alors qu'elle était en Israël durant cette période douloureuse, et elle affirme ressentir que les rencontres qu'elle a eues en Israël au cours des dernières semaines sont une manière de se libérer de ce deuil. De manière plus générale, Delphine Orwiller déplore que la droite nationaliste ait kidnappé, dit-elle, le judaïsme et se le soit accaparé. Le parti de Ben Gvir, affirme-t-elle, est certainement ce qu'il peut y avoir de moins juif comme parti. Un discours qui va comme un gant à la ligne éditoriale ultra-militante du Haaretz. Et d'ailleurs, l'un des internautes réagit en affirmant « Delphine Orwiller est une femme intelligente qui a le cœur à la bonne place ».